Les 24 heures du Mans, un monument centenaire qui a fait vibrer, pleurer et exalter de joie des milliers d'hommes et de femmes. Un monument terrifiant qui a tué tous ceux qui se pensaient invincibles. Mais nul n'est censé oublier que Le Mans n'est pas une simple ville de la Sarthe. Non, celle-ci accueille l'antre des dieux du sport automobile, le circuit des 24 heures du Mans. Et la parole de ces dieux est absolue. Soit vous gagnez, soit vous perdez, soit vous mourrez. On pourrait légitimement remettre en cause leurs décisions, mais parler à un dieu, c'est comme parler à un mur. Les mortels qui ont su s'imposer deviennent, auprès des autres mortels, de véritables demi-dieux. Leur machine est quant à elle élevée au rang de destrier, car partie en guerre est revenue triomphante. Mesdames et messieurs, bienvenue. Installez-vous convenablement, car je devrais théoriquement vous conter une jolie petite histoire. Partons d'un constat très simple à faire. Chaque légende possède ses origines, mais quelles sont celles des 24 heures du Mans? Cette épreuve du championnat du monde d'endurance, le WEC, est une des plus anciennes au calendrier du sport automobile. En 2023, on a d'ailleurs assisté au centenaire de celle-ci. Donc si on fait des mathématiques plutôt basiques, 2023 moins 100, ça nous donnerait 1923, année de la première édition officielle des 24 heures du Mans. Mais moi, ça me convainc pas vraiment. Je suis sûr qu'en remontant un peu plus loin dans le temps, on pourrait vraiment retrouver les origines des 24 heures du Mans. Entre 1900 et 1905 est organisée une compétition internationale, la Coupe Gordon Bennett. Ce monsieur, Gordon Bennett, un riche homme d'affaires américain, a proposé à différents automobiles clubs européens d'organiser une épreuve annuelle où se disputent 3 voitures et pas une de plus des grandes industries automobiles de l'époque. Parmi elles, on retrouve la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie qui se battent chaque année pour faire valoir leurs couleurs aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, on assimile le rouge à Ferrari, à Alfa Romeo, à Fiat, certes dans une moindre mesure, mais quand même, le bleu à Peugeot, le vert à Jaguar et Aston Martin. Tout cela part de cette compétition. Il fallait différencier un pays d'un autre et c'est ainsi qu'on a décidé de mettre une couleur du drapeau, tout simplement. Attendez, pause. Pourquoi le Royaume-Uni va courir en vert? Il n'y a pas de vert sur leur drapeau. Eh bien, comme dit précédemment, le bleu, le blanc et le rouge sont déjà pris par d'autres pays. Et c'est lors de l'édition 1903 en Irlande de la course Gordon Bennett que le vert va s'installer progressivement comme étant la couleur du Royaume-Uni. En fait, par respect pour leur hôte irlandais, ils vont adopter le Shamrock Green comme couleur nationale entre guillemets pour le sport automobile. Et ce n'est que plus tard que le vert sera un peu plus foncé pour donner le British Racing Green. Fin de la pause. Certaines marques ont gardé cette couleur car ça faisait désormais partie de leur ADN, de leur image de marque, mais d'autres se sont détournés de cette règle à l'image de Mercedes qui, jusqu'en 1934, roulait en blanc, la couleur centrale de l'Empire allemand. Mais la peinture à l'époque était mélangée avec du plomb, et ça donnait une Mercedes W25 en surpoids. Pour gagner du poids, les ingénieurs de Mercedes ont gratté toute la nuit l'ensemble de la carrosserie de la W25 et ils ont réussi à donner une teinte très argentée qui leur a valu le surnom de Flèche d'argent. La coupe automobile Gordon Bennett a été remportée 4 fois par la France sur les 6 éditions organisées. On pourrait à juste titre croire que la France est sereine, qu'elle a démontré qu'elle était digne d'être la plus grande puissance automobile mondiale. Mais non, pas du tout. Le principal reproche qu'avait la France envers cette compétition, c'est le manque de constructeurs à pouvoir y participer. C'est frustrant d'avoir tant de marques bourrées de qualité sur son territoire, et de n'en montrer que 3 au monde entier. Alors quand cette coupe disparaît en 1905,
l'Automobile Club de France, l'ACF, décide qu'il faudrait un héritier à cette compétition, mais avec quelques règles supplémentaires qui favorisent nettement les constructeurs français. En ne laissant aucune limite de participants, la France s'assure de pouvoir envoyer tous ses constructeurs tandis que d'autres nations, handicapées par le voyage jusqu'en France, ne peuvent qu'en envoyer 2 ou 3 grand maximum. Mais il faut également un tracé, un circuit, et oui, afin que les pilotes et leurs machines puissent s'exprimer. Conscient qu'il est impossible de faire sortir de terre de nouvelles infrastructures en si peu de temps, la CF décide de se tourner vers ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on recherche un circuit relativement long d'une centaine de kilomètres, c'était assez relatif à l'époque, ainsi que des infrastructures déjà existantes. Par là j'entends des routes plus ou moins goudronnées, également une voie pour établir les stands des équipes et un environnement qui garantit la sécurité des spectateurs. Mais c'est pas simple de trouver des tracés qui correspondent à tous ces critères. Il en existe très peu en France. Mais il y en a quand même un qui coche à peu près une bonne partie des cases, pas toutes, le circuit de la Sarthe. Long de 103 km et passant par Le Mans, Bouloir, Saint-Calais, Vibrailles, La Ferté-Bernard et Conneray, pardon si je le prononce très mal, le Grand Prix automobile de France 1906 aura lieu et verra une Renault remporter la victoire après les 12 tours réglementaires. Le Grand Prix automobile de France 1906 était un véritable succès et il est normal de voir d'autres éditions voir le jour. Malheureusement, le circuit de la Sarthe originel ne sera utilisé qu'en cette année 1906 car pour les autres éditions seront préférés des circuits plus courts et moins coûteux. L'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, continuera de l'utiliser, bien entendu, mais pour des épreuves plus secondaires. En 1911 reviendra le Grand Prix de France sous l'appellation Premier Grand Prix de France et le circuit sera plus court de 50 km, faisant désormais à peu près 54 km de long. Lors de l'année 1914, la Première Guerre mondiale éclate. La Triple Entente et la Triple Alliance se font face dans une guerre d'allure nouvelle de par les armes et les stratégies employées. Le conflit s'enlise. Ce qui ne devait pas durer plus de quelques mois a finalement duré de longues années. 4 longues années où le sport automobile a disparu du paysage européen. Si les chemins de fer, les usines et des milliers de logements ont été détruits, les routes goudronnées, elles, sont pour la plupart en bon état. Même s'il n'y aura pas de course jusqu'au début des années 20, les infrastructures ne sont pas à recréer entièrement. Il faudra attendre près de 3 ans après la fin de la Première Guerre mondiale en 1921 pour que le Grand Prix de France réapparaisse sur le circuit du Mans. Maintenant rétréci à environ 17 km, ce dernier adopte une forme semblable à ce que l'on connaît aujourd'hui. Le circuit passe par la ville du Mans et par la commune de Mulsanne, où se trouve la très connue ligne droite des Hunaudières. Une ligne droite de près de 6 km de long, où la seule chose que vous avez à faire est de donner tout ce que vous avez sous le pied droit. Cette édition permettra de renouer le lien si cher qu'il pouvait y avoir entre les spectateurs et l'automobile. Elle marque également la première victoire d'un constructeur américain au Mans, Duesenberg, avec comme pilote Jimmy Murphy. Même si ces voitures s'apparentent à ce qu'on pourrait qualifier d'ancêtre de la F1 et que la compétition était totalement différente, ça me fait sourire de me dire que Ford n'était pas la première équipe américaine à s'imposer au Mans. Dès 1906 est évoquée l'idée d'une course annuelle, mais le manque de liquidité de l'ACO, qui est une jeune institution, empêche la concrétisation de ce projet. 6 ans plus tard, lors du Salon de l'Automobile 1922 de Paris, Georges Durand et Marcel Cagny, qui sont les dirigeants de l'ACO, rencontrent un certain Charles Faroux, président du quotidien L'Auto, ainsi que Émile Coquy, patron de la marque de moto, je galère à le prononcer, Wifmorf. Voilà, bon, de toute façon ça sera figé. Le journaliste suggère tout d'abord une course de 8 heures pour prouver la solidité des véhicules engagés, mais les courses de l'époque duraient déjà aussi longtemps, donc il fallait vraiment autre chose,
Émile Coquille, quant à lui, évoquera pour la première fois l'idée d'un Grand Prix d'endurance de 24 heures. Cela signifie qu'il faudra rouler de nuit, ravitailler plus d'une fois en essence pendant la course, prévoir une quantité peut-être pas astronomique, mais du moins assez importante de pneumatiques, et les pilotes vont devoir combattre avec eux-mêmes, combattre la fatigue, l'anxiété, la peur, peut-être même la tristesse, parce que des gens meurent aussi à cette époque malheureusement en course automobile. Donc c'est de potentielles chances de créer pas mal d'accidents. Comment peux-tu imaginer un seul instant que c'est une bonne idée? Et le pire, c'est que la suite, on la connaît. Cette idée de 24 heures sera gardée et il sera ajouté au règlement une totale liberté de véhicules engagés, comme lors de l'édition 1906. On met également en place un système de catégories, c'est-à-dire que en fonction de la cylindrée de votre moteur, que vous faites 5 litres, 3 litres ou 2 litres, vous serez rangé dans une catégorie la plus propice. Donc si vous êtes en catégorie 2 litres, vous serez en catégorie 2 litres, et vous ne pourrez gagner que cette catégorie, et participer également au classement général. Vous pouvez gagner le classement général, gagner votre catégorie vu que vous serez premier dans tous les cas, mais vous pouvez également en finir deuxième dans une catégorie inférieure, ne pas gagner le classement général, mais gagner votre catégorie. Et puis surtout, rouler pendant 24 heures. Ça demande des contraintes physiques pour la voiture, des contraintes physiques pour le pilote, et forcément les écuries vont tenter à innover sans cesse pour trouver des moyens, des subterfuges, j'ai envie de dire, pour gagner en performance, pour gagner en efficacité. Et ça, les dirigeants de la CO l'ont tout de suite compris. Ils ont vraiment pensé les 24 heures du Mans comme un véritable lieu d'innovation. Et surtout, ils ont l'intime conviction que ces innovations peuvent un jour finir sur les modèles de Monsieur Tout-le-Monde. Par exemple, les bandes jaunes sur les routes, les freins à disque, les phares anti-brouillard, les véhicules diesel réellement performants. Tout ce que j'ai cité était en avant-première aux 24 heures du Mans, avant d'être sur nos routes ou dans nos véhicules. Sur les 23 voitures engagées en 1923, 30 passeront la ligne d'arrivée après toute une journée éreintante de course. Sur leur Chenard et Walker, le duo de pilotes André Lagache, René Léonard, remportent les 24 heures du Mans et s'inscrivent dans une légende aujourd'hui centenaire. Même si vous n'êtes pas passionné par le sport automobile, par la F1, par l'endurance, par l'IndyCar ou je ne sais quoi d'autre, vous avez forcément déjà entendu parler des 24 heures du Mans. Et vous y êtes peut-être déjà allé, ne serait-ce que pour les concerts, pour les spectacles. Vraiment, les 24 heures du Mans, c'est pensé comme une véritable fête populaire. Une fête populaire à la française. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. C'était assez dense, j'en ai conscience, mais je me suis beaucoup amusé à écrire cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du son, parce que quand je voyais mon Audacity qui enregistre, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Ça j'en ai conscience, je suis vraiment désolé. Mais voilà, il faut un début à tout. Bref, je vous dis à bientôt pour de jolies petites histoires. Bisous.